Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal. OK. Bonjour tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien. Bienvenue à cette discussion, cet échange qui va porter sur l'éducation, qui va porter sur, j'imagine, la crise de l'éducation en ce moment, le malaise qui est en éducation, qui est très profond, et peut-être aussi sur les solutions qu'on peut apporter à cette crise-là. Je vous rappelle, mais vous le savez sans doute déjà, là, qu'aujourd'hui, il y a 560 000 employés du secteur public qui sont en grève, ce qui est absolument faramineux. Il y a plus de 165 000 enseignants et enseignantes du secteur public, le secteur privé n'est pas entré encore, qui sont en grève également, dont 65 000 de la FAE qui sont en grève permanente illimitée. Alors, c'est signe qu'il y a un malaise en éducation au Québec, il y a des choses qui se passent, et c'est de ça dont on va discuter avec vous. On va vous donner la parole, on a 45 minutes, on va faire une trentaine de minutes, puis on donnera la parole aux gens par la suite. Si tu veux commencer? Oui. On nous a invités à parler de l'intelligence artificielle dans les classes. Moi, je m'appelle Jérémy McEwen, je suis professeur de philosophie au Cégep. Puis, à la session dernière, j'enseignais à l'hiver dernier, j'enseignais pas cet automne. Puis, il y avait cette question-là de qu'est-ce qu'on fait avec l'utilisation de ChatGPT pour les travaux. Parce que tu reçois un travail, puis évidemment, tu le vois tout de suite. Quand est-ce qu'il y a utilisation de ce genre d'affaires-là? Mais toute la difficulté, c'est de le prouver. Comment est-ce qu'on fait pour démontrer puis c'est là que ça devient difficile. Moi, je recevais des travaux, puis il y avait la première étape qui était assez drôle, c'était de définir ça comme de la tricherie. C'est-à-dire, il y avait des étudiants qui disaient « Oui, mais vous ne l'avez pas dit qu'on n'avait pas le droit d'utiliser ça. » Fait que là, ça, c'était comme la première étape de juste mettre au clair l'utilisation de... Mais ensuite de ça, évidemment, là c'était comment est-ce qu'on fonctionne? Est-ce qu'on prend la réponse que l'étudiant a utilisée, puis on la rentre dans le moteur, et puis là, on pose la question, est-ce que ceci a été généré par... Ça marche pas. Ça donne pas des résultats très probants. Fait que ce que je me suis ramassé à faire, c'était essayer de deviner la question que l'étudiant y avait posée pour obtenir la réponse de la part de l'intelligence artificielle. Puis là, je vois deux personnes qui sourient parce qu'ils ont l'impression que c'est la bonne façon de procéder. Fait que c'est comme si il fallait rentrer dans la... Puis c'est... Bon, crise de l'éducation, on pourra en reparler, mais c'est comme une couche de plus. C'est vraiment quelque chose de radicalement nouveau dans le travail de prof que d'essayer de trouver des méthodes pour essayer de débusquer ce genre de technique-là. Parce que, bon, moi, j'ai eu des réunions l'automne dernier, à l'hiver dernier plutôt, puis on se posait la question, oui, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis, est-ce qu'on fait tout faire les travaux en classe, par exemple? Un travail de philosophie, ça peut être un travail qui se fait en 3 heures en classe, mais c'est le fun aussi de pouvoir faire un travail de 10 pages à la maison. Le travail de 10 pages à la maison, le petit cas que je viens de vous décrire, c'était assez simple, ça, pour une question. Mais le travail de 10 pages à la maison, il faut que tu fasses ce que je viens de faire pour chaque phrase, pour chaque paragraphe. Fait qu'il y a des profs qui ont carrément proposé, est-ce qu'on devrait tous faire nos évaluations uniquement en classe? Ce qui coupe énormément de possibilités, ce qui coupe énormément de ce que c'est que de faire de la philosophie au cégep, à l'université. Ça devient une couche de plus, ça devient une couche plus compliquée. Puis en tout cas, j'en ai pas de solution. Moi, j'ai décidé d'en faire pas mal des évaluations en classe. J'ai décidé de niaiser sur ChatGPT. J'ai décidé de... Mais là où je suis pas ministère de l'Éducation, j'ai pas d'ambition de politique d'éducation, j'ai pas d'ambition de régler quoi que ce soit en éducation, mais je sais que dans ma classe, faut que je le gère. Puis c'est nouveau, puis c'est bizarre, puis c'est... Ce que je disais à mes étudiants, je dis, tous vos profs capotent avec ça en ce moment. Parce que tous les profs sont obligés de se former sur le tas. Puis cette espèce d'obligation-là de se former sur le tas, elle existe en éducation par défaut, mais là, c'est comme un autre angle sur la question. Je ne sais pas ce que tu en penses. C'est un énorme sujet. Moi, j'aime me rappeler quand Internet est arrivé, fin des années 80 peut-être. Puis je me rappelle, à cette époque-là, il y avait des technophiles qui étaient convaincus que ça allait tout changer, que c'était la fin de l'école telle qu'on la connaissait, etc. Il y avait des technophobes qui disaient « touchez surtout pas à ça ».
il y avait des gens, moi, à cette époque-là, j'avais écrit un texte qui disait « Soyons prudents, prenons le temps de vérifier, de regarder ce qui arrive. » Et il est effectivement arrivé avec ça aussi un grand nombre de choses qu'on n'avait pas du tout prévues. On n'avait pas prévu, par exemple, que les écrans pouvaient susciter une telle addiction chez les plus jeunes. Être, comme on le dit aujourd'hui, là, il y a un médecin français qui s'appelle Michel Desmurget, qui a écrit un livre que j'ai recensé qui s'appelle « La fabrique du crétin digital ». Il montre les effets néfastes sur la santé physique et mentale des écrans chez les jeunes qui sont extrêmement graves. Alors, ChatGPT, moi, je pense que ça vaut la peine de prendre le temps et d'arrêter. En ce moment, aux États-Unis, un important sondage a été mené auprès des parents, des enseignants, etc., pour essayer de déterminer les usages sains qu'on pourrait faire de ça en ce moment. Une chose qui apparaît très vite, c'est que ça change l'évaluation, puis la possibilité de tricher est extrêmement grande. Donc là-dessus, les gens recommandent de faire attention, puis etc. On énumère un certain nombre de choses avantageuses qui peuvent être faites pour les parents, par la direction de l'école, par les enseignants, etc. Mais on dit attention, puis vérifions. Et quand je dis vérifions, là, c'est qu'on peut en ce moment, il y a un programme qui a été lancé il y a quelques jours qui pouvait, pour un enseignant, faire le plan de cours d'un cours qu'il lui demande. Et il y a des gens qui se sont amusés à les dire, en médecine, par exemple, peux-tu me faire un cours sur telle ou telle chose pointu en médecine? Et ce qui ressort, c'est qu'il y a plein de faussetés qui sont incorporées là-dedans. Alors donc, il faut faire très attention, il ne faut pas aller trop vite avec ce genre de choses-là. Je relancerai la question, si vous voulez, sur la crise actuelle de l'éducation, parce que, personnellement, ça me semble très difficile à nier, d'une part, qu'il y a un problème majeur en éducation. Je donnerai quelques indices de ça. D'autre part, j'espère, c'est ce qu'on voit en ce moment avec la grève des enseignants, que l'opinion publique se range derrière les enseignants en ce moment. Il y a un très fort appui aux enseignants, puis c'est tant mieux. Ça témoigne, selon moi, d'un attachement des gens au Québec, de la population, à un idéal d'éducation qui, je tiens à le rappeler, je le dis souvent, ça, mais vous savez, ce qu'on a comme système d'éducation au Québec en ce moment, c'est très récent. C'est très jeune dans l'histoire d'une société. Tout ça est issu de la Révolution tranquille et de la Commission Parents, qui a littéralement bouleversé le monde de l'éducation, transformé ce qui existait à cette époque-là, axé tout ça vers un idéal de démocratisation puis d'accès à l'éducation pour tous, qui a créé les polyvalentes, qui a créé les cégeps, qui a créé les réseaux de l'Université du Québec. Tout ça s'est passé dans les années 60, donc c'est quand même assez récent. En ce moment, on sent tout ça mis à mal. Plusieurs indices le donnent, mais j'imagine qu'il y a des enseignants dans la classe ici, là. La désertion professionnelle, c'est le mot qu'on emploie, là, signifie qu'on n'a pas de données précises là-dessus, je le regrette, mais on peut penser que entre les 5 et 7 premières années après leur formation universitaire, c'est des gens qui ont passé 4 ans à l'université, ça. Ils s'en vont enseigner et 1 sur 4 ou 1 sur 4 s'en va au bout de 4, 5 ans, 6 ans. Ce qui est absolument terrifiant, ce qui signifie un malaise profond. Il y a plusieurs raisons à ce malaise-là, puis s'il y a des enseignants dans la classe, je pense qu'on en parlera, puis je pense que vous allez confirmer ça. Un des malaises, c'est la composition même de la classe. Le nombre d'élèves en difficulté dans chacune des classes, la lourdeur de la tâche, le fait que, comme il manque d'enseignants, beaucoup de gens viennent enseigner sans être préparés. Il faut que les enseignants aident ces gens-là. Alors, ça augmente encore le surplus de la tâche. Donc, il y a toutes sortes de raisons que je pourrais énumérer là-dessus. Et moi, je persiste à penser que l'opinion publique a encore un grand attrait pour l'éducation, un grand respect pour l'éducation, un grand souhait que l'éducation s'améliore. Je pense que c'est quelque chose sur quoi on peut tabler. Et on reviendra là-dessus si vous voulez, mais moi, depuis quelques années déjà, je suis quelqu'un qui réclame la tenue d'une réflexion collective sur l'éducation, semblable à ce qui s'est fait dans les années 60, de telle sorte qu'on puisse décider collectivement des finalités qu'on assigne à l'éducation, des choses qu'on priorise, des valeurs qu'on priorise. Donner un dernier exemple, si tu me permets, je parle beaucoup, là, mais on a en ce moment au Québec, c'est indéniable, le Conseil supérieur de l'éducation a fait son rapport là-dessus il y a quelques années, un système d'éducation à 3 vitesses. Un système d'éducation, il y a un réseau privé extrême. Ils ne sont pas en grève en ce moment, eux autres d'ailleurs. Hein? Et peu importe ce que gagne le public, ils vont l'avoir aussi. Bon, un système privé. Pour réagir à ça, le système public a mis des programmes particuliers qui fait un 2e niveau d'école, un 2e vitesse, et l'école publique normale. Est-ce qu'on veut ça collectivement? Moi, je peux donner ma réponse, mais j'aimerais pouvoir tabler sur ce que collectivement au Québec on souhaite. Et pour le faire, il faut avoir enquêté. Je vous rappelle, on fait au Québec depuis des années maintenant, depuis de très nombreuses années, on fait des réformes, des changements en éducation sans que ce soit fondé sur des savoirs objectifs, sans que ce soit fondé sur une enquête sérieuse sur ce que les gens souhaitent.
la commission parents a mis des années à faire son travail. Littéralement. De mémoire, c'est commencé en 59. Le ministère de l'Éducation et le Conseil supérieur de l'Éducation sont créés en 64. Alors, ils ont pris le temps de réfléchir, de consulter, d'avancer. On doit, me semble-t-il, au Québec, mener une réflexion collective de ce genre-là. Je pourrais revenir, si vous voulez, sur les malaises qu'on ressent en ce moment. Oui, mais justement, ça, je vous lis dans Le Devoir le samedi, puis effectivement, vous réclamez depuis un certain nombre d'années des États généraux sur l'éducation. Bon, deux choses, c'est-à-dire, premièrement, je suis d'accord avec vous, mais ensuite, c'est par rapport aux années 60 puis à la commission parents qui m'a donné un emploi, c'est-à-dire que l'enseignement... Non, mais c'est vrai quand même, l'enseignement de la philosophie obligatoire au Québec, c'est à cause de cette commission-là. Quelqu'un qui étudie en philosophie au Québec sait, pas certainement, mais sait qu'il y a un débouché d'emploi relativement stable, relativement solide, qui l'attend à la sortie de sa maîtrise, s'il se rend jusqu'à la maîtrise. Quand je me suis inscrit à la maîtrise, moi, en philo, il venait juste de l'inventer, c'était avec option enseignement de la philosophie au collégial. Je m'en allais par là en le sachant fort bien. Il y avait des départs à la retraite massifs, etc. Donc, la place, là, il y a 3 cours obligatoires de philo, il y en avait 4, bref, ça a été formé, les polyvalentes aussi, toutes sortes de choses qui ont été formées par la commission parents. Le questionnement que j'ai, par contre, c'est ces états généraux-là, comment est-ce que vous les voyez? C'est-à-dire, est-ce que ce serait un renouvellement des conclusions de la commission parents, c'est-à-dire une vision humaniste de l'éducation, c'est-à-dire déconfessionnalisation aussi, parce qu'on est quand même dans les révolutions tranquilles, des valeurs humanistes, de la philosophie pour tous, de la démocratisation, etc. Bon, ce sont les grands piliers de la commission parents. Mais qu'est-ce qu'on ajoute de neuf? Parce que périodiquement, puis là, je vais parler pour la philosophie, parce que je suis pas, contrairement à M. Baillargeon, je suis pas un expert en éducation, mais bon, la philosophie au collégial, je connais ça. Puis je me questionne par rapport à l'obligation sur les cours de philosophie au collégial. Il y a 6 mois à peu près, il y a une fédération étudiante qui s'appelle je ne sais plus c'est laquelle, la Fédération étudiante collégiale, je me souviens plus comment elle s'appelle, qui a réclamé une remise en question de la philosophie dans les collèges. Est-ce que ça devrait ressembler plus à quelque chose comme dans les cégeps en anglais? C'est-à-dire des cours plus largement sociologie, des cours plus largement de humanities, qu'on appelle dans les cégeps anglophones. Puis moi, je trouvais que c'était pas si fou que ça. Puis j'ai signé une lettre dans la presse qui défendait « Ah oui, c'est peut-être pas si fou que ça qu'on fasse quelque chose en ce sens-là. » Il y avait moi, puis il y avait un collègue à moi qui trouvait ça pas si fou que ça de le remettre en question. Mais il y avait une lettre ensuite de ça de 400, puis je pense que vous en faisiez partie, de 400 profs qui voulaient défendre la place, pas vous, mais il y avait une place... Maintenons finalement les cours obligatoires tels qu'ils sont dans les cégeps. Donc, pour ce qui est d'une formation collégiale, est-ce que vous pensez qu'on devrait... Parce que souvent, moi, je sens un conservatisme, là, ça fait quand même 60 ans, là, un conservatisme vis-à-vis, ça s'est toujours fait comme ça devrait toujours se faire comme ça, auquel, pour être très honnête, j'adhère plus ou moins. Ça serait quoi un état général sur... Première chose, sur le conservatisme en éducation, là, il y a des positions... Je ne l'énonce pas comme la mienne en ce moment, là, mais je le rappelle quand même. Vous connaissez peut-être Hannah Arendt, une penseuse importante du 20e siècle. Elle a fini sa vie, était proche des anarchistes et de l'autogestion vers la fin de sa vie. Et elle pense qu'il est nécessaire d'être conservateur en éducation et qu'à défaut d'être conservateur, on est réactionnaire. Alors, il y a peut-être un point qui mérite réflexion sur cette idée-là. Ceci étant dit, la commission parents, sur cette question-là et sur plein d'autres questions qui vont se poser, là, je pense qu'elle devrait avoir les guides suivants dans son action. Le premier, on en parle très rarement, mais il y a des faits qui sont connus en éducation. Il y a des théories qui sont supérieures à d'autres quand ils commandent des pratiques. Il y a des manières de faire plus efficaces que d'autres. Souvent, elles sont méconnues, mal connues ou même méprisées dans le monde de l'éducation. La première balise qu'aurait cette commission parents-là, c'est de se fonder partout où c'est possible sur les savoirs les meilleurs dont on dispose. Ça voudrait dire, par exemple, interroger les gens, savoir où on en est. Il y a une deuxième question après cela, puis ça, c'est ce que vous soulevez, et c'est très important et c'est très pertinent, c'est que les savoirs suffisent pas quand on veut agir en éducation ou dans n'importe quel domaine humain. Il faut aussi des valeurs qu'on vise. Toute action vise une fin et la fin contient un jugement de valeur sur lesquels on se fonde là-dessus. Et moi, ce que je pense, c'est qu'une partie de la réponse va venir du consensus social. On va demander aux gens ce qu'ils souhaitent, on va demander aux gens ce qu'ils veulent. Mais, et c'est là que ça se complique aussi, c'est que souvent, les gens peuvent pas avoir d'opinion là-dessus parce qu'ils connaissent pas le sujet. Les gens qui ne connaissent pas la philosophie, ils peuvent pas avoir une idée sur l'enseignement de la philosophie au Québec. Les gens ne connaissent... Et la commission parents, encore une fois, était exemplaire là-dessus parce que
autant qu'elle a pu, elle s'est fondée sur des savoirs. Tu sais, ils ont travaillé très fort. Ça vaut la peine de lire les 5 tomes du rapport de la Commission Parent. Ça commence par un premier tome sur l'histoire de l'éducation au Québec, qui est absolument extraordinaire et exemplaire, qui établit là d'où on vient. Ensuite, il y a des études qui ont été menées. Ils sont allés se promener dans le monde entier. Ils sont allés ailleurs. Ils sont allés voir ce qui se faisait. Ils ont pris soin d'établir des faits correctement. Et ensuite, ils ont défendu des valeurs. Par exemple, vous l'avez rappelé, la démocratisation de l'éducation. Mais il faut savoir que certaines des valeurs qu'ils défendaient à cette époque-là n'étaient pas unanimement acquises dans la population. Il faut savoir, j'aime ça rappeler ça, moi, qu'à l'époque, là, à côté du système démocratique d'égalité des chances qu'ils veulent mettre sur pied, il y a un réseau, par exemple, d'écoles très, très prestigieuses qui offrent des formations à une élite. Ces écoles-là, rappelez-moi le nom, c'est quelqu'un, là, les collèges classiques. Les collèges classiques qui sont là. Et c'est des lieux où se faisait de la formation sérieuse, ça. Il se fait des choses extrêmement intéressantes dans les collèges classiques. Si ça vous amuse, je viens de recenser le livre de Marc Laurando, l'ancien cynique qui est devenu journaliste. Dans ce livre-là, il raconte ses études à Montréal dans un collège classique. Et il raconte à quel point c'est exigeant, à quel point c'est sérieux, à quel point ces gens-là sont au service de la société. On ne peut pas caricaturer ça comme ça. Mais la Commission Parent, au nom de la défense de cet idéal-là de démocratisation et d'égalité des chances, dont ils pensent qu'il est largement partagé, vont bousculer ça et vont bousculer la place de l'Église. Donc, on va avoir des conflits comme ça pour répondre à votre question quand on va travailler avec une réflexion collective, si on le faisait sur l'éducation. On devra tabler sur les données factuelles les meilleures quand on en a, étudier le mieux possible les questions pour déterminer les fins qu'on vise et savoir que ça ne fera pas l'unanimité, parce que ces questions-là ne font pas l'unanimité. Mais la question... je vous surprendrai peut-être pas en allant chercher Platon, là, c'est-à-dire qui décide? Bon, il y a le consensus social vis-à-vis de ce qu'on devrait... Mais tu sais, si moi je cherche le consensus dans ma classe de philo 101 que je vais donner cet hiver, il n'y a pas grand monde qui serait d'accord que la philosophie devrait être obligatoire ou collégiale. Ce n'est pas évidemment un échantillon représentatif, mais c'est pas nécessairement le groupe qu'on voudrait écouter pour... Donc, est-ce que des experts... Parce que bon... Vous avez à la fois un doctorat en philosophie et un doctorat en éducation. Est-ce qu'on devrait écouter des gens qui sont experts en éducation ou des gens qui sont experts en philosophie ou des gens qui sont experts en éducation, philosophie, psychologie, etc.? C'est la question que vous soulevez avec Platon, ça m'amuse beaucoup parce que Platon, la référence à Platon ici vient du fait que Platon, accordant une telle importance au savoir, pense que la cité idéale qu'il imagine devrait être dirigée par les philosophes qui ont été sélectionnés parce que ce sont les meilleurs qui savent. C'est ça. Et là, qui on consulte, justement, ça? Nous, on vit dans une société qui est une démocratie, donc ça diffère beaucoup de la République de Platon. Un des importants philosophes de l'éducation du 20e siècle, que j'aime beaucoup, Richard Stanley Peters, a écrit un article parce que Platon, sur l'éducation, il est très riche et très fort. Et l'article de Peters s'intitule « Why Plato was almost right about education ». Pourquoi il avait raison sur à peu près tout. Et le à peu près tout, c'est son refus de la démocratie. Et là, quand on va faire cette conversation-là au Québec, on devra, là où il y a des savoirs établis, être platonicien. C'est-à-dire là où il y a des choses qui sont acquises, qui sont certaines, là où on sait, par exemple, que telle méthode d'éducation, telle méthode pour enseigner est supérieure à telle autre, on devra dire aux enseignants, vous devriez utiliser ça parce que c'est meilleur, puis le faire connaître, puis le diffuser. Mais sur beaucoup d'autres questions, il y a des débats à avoir, et ces débats-là doivent être, si on est dans une démocratie, tenus par des citoyens informés. Comment sont-ils créés? Par l'éducation. Et là, on a une espèce de cercle vicieux. Donc, mais on tentera le mieux possible, là où c'est possible, de consulter les savoirs établis. Là où il y a des débats de fin, on les examinera. On discutera aussi. Ce qui va entrer en jeu à ce moment-là, puis la difficulté que vous soulevez est bien réelle, là, c'est ce qui est résolu dans une démocratie par la conversation démocratique, par la discussion, par les échanges, par les débats. Je voudrais revenir juste à Hannah Arendt, parce que j'étais dans ce texte-là, La crise en éducation, récemment. Puis effectivement, elle dit, bon, il devrait y avoir, puis là, c'est la question, il devrait-il y avoir des livres obligatoires pour tout le monde, là, dans le système, bon, le conservatisme, le pur et dur, là, est-ce que tout le monde devrait lire le Père Goriot en secondaire 5, là, mettons. Puis bon, oui, effectivement, elle le défend noir sur blanc, là, il y a les classiques, mais quand même, elle défend aussi dans ce texte-là que en éducation comme en culture, les solutions toutes faites ne devraient jamais être appliquées. C'est-à-dire, bon, OK, oui, une espèce de base commune, tout le monde devrait, l'exemple facile, tout le monde devrait lire l'allégorie de la caverne quand ils sont au cégep, mais à partir de ce moment-là,
calquer finalement les solutions du passé pour le présent, prendre ces solutions, comme ça s'est passé beaucoup, puis j'aime ça le souligner parce que je pense que c'est important, ça s'est passé beaucoup pendant la COVID. J'ai entendu beaucoup de gens prendre des solutions qu'ils avaient déjà, comme par hasard, défendues dans leurs œuvres précédentes, puis dire, regardez, j'avais raison dans le livre que j'ai écrit il y a 5 ans, puis on devrait appliquer ça pour la crise qu'on vit présentement. Donc, les solutions toutes faites, ça ne fonctionne pas. Donc, oui, Hannah Arendt défend un certain conservatisme, mais elle défend aussi je vais utiliser le mot, un certain tact, le sens commun dont elle parle, c'est-à-dire une espèce de... faut être éveillé au fait que les problèmes d'aujourd'hui ne pourront jamais être réglés par les livres d'il y a 5 ans, d'il y a 10 ans. Elle est très brillante, à mon avis, là-dessus. Hein. Ça peut sembler bizarre. On ne parlera pas trop longtemps d'Hannah Arendt parce qu'on peut rapidement aller dans moi, des je veux choses qu'on parle d'Hannah Arendt. Non, mais j'aime bien Hannah. Je l'ai enseigné longtemps, moi, puis je l'ai anthologisé, Hannah Arendt. Ben, je le connais bien, mais une de ses idées qui étonnait les étudiants quand je leur en parlais, c'est que la nativité, les êtres humains naissent. Là, les étudiants disent, qu'est-ce que tu racontes? On a besoin d'un philosophe pour nous dire qu'on vient au monde, qu'on est. Mais l'idée d'Hannah Arendt est plus subtile que ça, évidemment. C'est qu'on arrive tout neuf dans un monde déjà vieux. Et si on veut permettre aux jeunes d'innover dans ce monde-là, et c'est comme ça qu'elle résout la contradiction que vous soulevez, il faut leur transmettre dans quel état est le monde pour qu'ensuite ils agissent. Et donc ça, c'est une solution, il me semble, très, très sage à cette crise de l'éducation. La nativité, beaucoup d'étudiants rigolaient quand je le disais. Hannah Arendt nous apprend de grandes choses, les êtres humains naissent. Attention, oui, mais voilà ce que ça veut dire exactement. Voilà. Vous évoquiez tantôt, je me souviens plus le chiffre, là, mais le taux de rétention dans la profession enseignante. Puis moi, ça me parle. C'est-à-dire que ça fait bientôt 15 ans que j'enseigne la philosophie au collégial. Puis il y a 5 ans, ça faisait donc 10 ans, puis je pensais que j'allais quitter carrément la profession enseignante parce que les conditions, effectivement, ne sont pas adéquates pour l'éducation. Il y a l'aspect démocratisation, c'est-à-dire que donner de la philosophie à tout le monde parce qu'ils sont obligés de le faire, c'est pas évident. C'est juste ça, ce pari de société-là, de dire que tout le monde devrait en avoir, alors qu'il y a quelqu'un qui est assis devant toi puis qui te regarde avec un air bête de ce que tu m'enseignes, c'est de la marde. Puis j'ai pas besoin de ça pour vivre, ça me sert à rien. Toi, t'es cave d'avoir étudié en ça puis de penser que tout le monde... C'est ça la réalité d'une classe de cégep, particulièrement dans un cours d'introduction. Puis le cours d'introduction, il se trouve que, puis je vous épargne ma biographie, là, mais il se trouve que ça fait une couple de sessions qu'il faut que je le donne, puis là, je leur donne encore ça cet hiver. La difficulté de donner ça, c'est blessant carrément. Tu sais. Tu t'investis dans cette affaire-là là, depuis... Moi, je m'investis là-dedans depuis 25 ans, puis là, tu te fais regarder comme ta vie est insensée. Fait que cette difficulté-là m'a presque chassé du milieu de l'éducation. La solution que j'ai trouvée, puis c'est un luxe que j'ai moi, c'est-à-dire que la moitié de l'année, j'enseigne pour me faire de l'argent. Puis la moitié de l'année, je vais écrire des livres, je fais des machins, je suis pigiste, finalement. Puis ça me permet de prendre mes distances puis de reprendre mon souffle. Puis si je faisais pas ça, je sais pas comment je ferais. J'ai sincèrement... j'ai un ami qui enseigne au secondaire, il est en secondaire 3, classe éducation spécialisée, besoins particuliers, temps plein, parce qu'au secondaire, t'as pas le droit de faire des demi-années puis de t'en aller puis revenir. Là, t'es là tout le temps, là. Puis, bon, lui, ça fait un petit peu moins longtemps, ça fait 10 ans, je pense qu'il fait ça. Puis, sincèrement, c'est une question que je me pose sincèrement. Comment est-ce qu'on fait pour être un bon prof pendant 35 ans? Je le sais que j'étais bon au début. En ce moment, je suis pas sûr. Puis, dans 10 ans, je suis encore moins sûr. Fait que cette problématique... Tu sais, j'aimerais pouvoir m'asseoir dans une négociation qu'il y a présentement là, sur les conditions de travail. Puis un prof au secondaire devrait avoir le droit de prendre des années off plus souvent, devrait avoir le droit de prendre des mois off, juste pour prendre une distance, parce que cette espèce de lourdeur-là, quand on s'installe dans une salle de classe, c'est extrêmement difficile. Puis il y a l'aspect, tu sais, la porte de la salle de classe qui se ferme, puis là, c'est comme une bouilloire, là, tu sais, c'est une marmite qui chauffe. Puis on s'en rend plus compte que, c'est pas grave, là, ce qui se passe ici, là, on ouvre la porte, puis c'est pas la fin du monde. Mais cette réalité-là devient tellement prenante que c'est extrême... Puis, tu sais, je le regarde autour de moi, puis je veux pas faire de l'âgisme parce que je suis plus si jeune que ça, mais je regarde en vieillissant à quel point c'est difficile de maintenir ça. Puis j'ai envie de vous lancer cette question-là. Vous avez enseigné quelques années, quand même, au cégep et à l'université. Vous avez plus longtemps que moi. Comment est-ce qu'on fait pour se maintenir à travers les années? Moi, je dois dire, j'ai enseigné au cégep 10 ans.
Puis quand j'ai quitté le cégep pour aller à l'université, c'est parce que le cégep privé dans lequel j'étais le dernier rentré, il n'y avait plus d'emploi pour moi. Mais moi, j'avoue, au cégep, c'était une autre génération. Hein, ça allait superbement bien, à tel point que je donnais des cours complémentaires, contingentés, en philo des sciences, philo de l'éducation, philo de l'art. Tu sais, c'était bon, dans un cégep privé, puis il y avait plein de monde qui venait dans ces cours-là. Le public venait, en fait, ça marchait. Mais là, sur l'enseignement, les enseignants en classe, là, je vous annonce ça aussi, c'est il y a un certain nombre de facteurs, il y a beaucoup de facteurs là, qui expliquent ça, mais il y a un certain nombre de facteurs sur lesquels les enseignants ont peu ou pas de prise. À quoi ressemble le public qui vous arrive? Vous devez leur donner un cours de X, ils savent à peine lire, écrire, ils lisent mal, etc. Vous contrôlez pas ça. Puis les décisions qui sont prises au ministère concernant le redoublement, les exigences, les examens, ces choses-là pourraient changer, cette réalité-là. Mais on s'entend, il y a un certain nombre de facteurs sur lesquels les enseignants n'ont pas de prise. Si je retournais enseigner la philo au cégep la session prochaine, je trouverais devant moi une génération qui n'est pas celle que j'ai connue et des problèmes auxquels je ne suis pas habitué, puis je reconnais très bien que je donnerais peut-être pas de cours complémentaires en philo. Là. Bon. Mais il y a aussi un certain nombre de facteurs sur lesquels les enseignants ont prise. Et là, je vais dire quelque chose qui va choquer des gens, mais je vais le dire. La formation qu'on donne aux enseignants à l'université n'est pas de qualité suffisante. On ne leur enseigne pas les choses qui marchent. Vous êtes enseignant en éducation? Qui est Siegfried Engelmann? Quel est le nombre magique? Qu'est-ce que follow-through? Dans les gens qui ont étudié à l'université en éducation, on n'a aucune idée de ce que c'est, ça. C'est assez faramineux. Okay? Voulez-vous que je raconte, les gens en éducation? Dans les années 60, quand nous, on crée le ministère de l'Éducation au Québec, là, il y a un épisode, tu sais, les États dépensent. On commence à dépenser. C'est l'épisode keynésien des 30 Glorieuses qui commence. Vous connaissez ça sans doute. Aux États-Unis, on décide de mettre sur pied, dans les milieux défavorisés, des écoles pour les enfants de milieux défavorisés, parce qu'on sait, quand ils arrivent en première année, ils ont déjà du retard, moins de vocabulaire, moins de capacité, etc., puis ils vont décrocher. Alors, on met sur pied un programme qu'on appelle Head Start, longueur d'avance. Ils implantent ça dans beaucoup de milieux défavorisés aux États-Unis, à l'échelle du pays. Au bout de quelques années, des gens vont se demander, la longueur d'avance qu'on leur a donnée, est-ce que ça perdure dans le temps? Est-ce que c'est des enfants qui vont rester à l'école réellement? Est-ce qu'ils vont continuer? Est-ce qu'ils vont continuer d'étudier, etc.? Vous voyez le genre de questions? OK, on va étudier ça. On va lancer un programme qui s'appelle Follow Through. Suivre. Ça va? Quelqu'un arrive et dit, pourquoi on n'en profiterait pas pour comparer l'efficacité de différentes méthodes pédagogiques? OK, on va faire ça. Ils en retiennent 6 ou 7 de mémoire. Piaget, les méthodes de Piaget, Rogers, les méthodes humanistes, John Dewey, les méthodes pragmatistes, instrumentalistes, etc. Retiens ça. Et on va suivre des enfants pendant des années. Des années. On confie à une firme indépendante le soin de réunir les résultats et de les analyser. C'est probablement, certainement, la plus longue, la plus coûteuse, la plus sérieuse étude jamais réalisée en éducation. Vous étudiez en éducation, vous n'avez jamais parlé de ça. Follow through. Qui l'emporte? La méthode qui l'emporte s'appelle Direct Instruction. Elle a été inventée par un philosophe qui s'appelle Siegfried Engelmann. Comment ça se fait qu'on ne sait pas ça? Et cette méthode-là marche parce qu'elle est conforme au nombre magique. Qu'est-ce que le nombre magique? 7 plus ou moins 2. Tous les enseignants devraient connaître ça. C'est un résultat des sciences cognitives parmi les plus importants en éducation. Peu connu, pas connu, c'est généralement pas enseigné. Alors, la formation des enseignants, c'est des outils qui permettent aux enseignants d'exercer un certain contrôle sur les choses sur lesquelles ils ont un certain contrôle. Tu comprends? Les gens qui arrivent dans ta classe, tu ne contrôles pas d'où ils viennent, tu ne contrôles pas le milieu socio-économique dans lequel tu te trouves, mais tu peux contrôler la manière dont tu leur enseignes, la manière dont tu gères ta classe, la manière dont tu travailles. Malheureusement, et je parlais tantôt, quand on parlait de la commission parents 2.0, de l'importance de se fier aux données les plus sérieuses, les plus crédibles, les plus fiables. Là, on en aurait des données. On peut ne pas aimer ça aussi, Direct Instruction, mais on doit savoir que ça existe, que ça a été testé, que c'est là, que ça marche, comment ça fonctionne. S'il y a des enseignants en classe, je me permets de vous dire que l'an dernier, j'ai fait une série pour Savoir Média. Maintenant, c'est sur Audio de Radio-Canada. L'école en 10 questions. Il y a une émission qui porte sur l'instruction directe, Direct Instruction. Direct, ça veut dire quoi?
Ça, je veux savoir. OK. Parce qu'il faut le savoir. Moi, j'ai fait une maîtrise option enseignement de la philosophie au collégial. Mais cette option-là, ça se résumait à très peu de choses, là. C'est-à-dire, j'ai fait un stage ou 2. J'ai eu 3 grands cours sur les concepts, puis on pourrait débattre de la méthode par compétence. Mais tu sais, j'ai eu une espèce de B.A.-bas de c'est quoi une compétence versus une connaissance. Puis c'était fini. Puis avant ça, puis ça, c'était nouveau à l'époque, là, je parle de 2002, 2004. Avant, il n'y avait rien du tout, là. Donc, je vais l'appliquer, je vous le promets. Comment je vous invite d'abord, parce que je ne ferai pas un cours sur Direct Instruction ici, mais vous avez l'émission de télévision que j'ai faite, là. L'école en 10 questions, il y en a une au complet sur Direct Instruction. Direct Instruction, c'est inventé par un philosophe qui s'appelle Siegfried Engelmann. Il a fait des études en philo. Il a quitté l'enseignement. Il n'enseignait même pas. Il a quitté la philosophie. Il a vendu des encyclopédies. À un moment donné, il y a eu des jumeaux. Et il a commencé, avec une caméra telle qu'il y avait à l'époque, dans les années 60, à filmer comment il enseignait à ses enfants certaines choses, les résultats qu'ils avaient. Il montre ça à des profs de psycho, ça les intéresse. Les profs de psycho se mettent à travailler ça, développer la méthode avec lui, et on implante ça dans un certain nombre d'écoles. C'est pour ça qu'on va la rentrer dans Follow-Through dans l'ensemble des études. Je vais parler aux philosophes, OK? C'est une conception empiriste de la connaissance. C'est une conception de la connaissance selon laquelle il faut d'abord que tu saches où se trouve la personne à qui tu vas t'adresser. Quel savoir elle dispose. Il faut que tu saches exactement où tu veux l'amener. Il faut que tu distingues les étapes par lesquelles il faut passer pour en arriver là. Et il faut que progressivement, tu le laisses capable de faire son travail avec ces choses-là. Direct Instruction est une... Juste pour aller vite, je n'ai pas le temps de faire ça très vite, là. Mais si on va très vite, on pourrait dire qu'il y a des méthodes d'enseignement centrées sur l'élève. L'approche par la découverte, l'approche, etc. Les compétences sont un peu là. Puis il y a des approches à l'autre extrémité du continuum centrées sur l'enseignant. Direct Instruction, c'est une méthode centrée sur l'enseignant. L'enseignant applique un script connu d'avance. Voilà. Mais on s'entend que le système d'éducation québécois, il est vraiment pas là, hein? C'est-à-dire que tout ce qu'on m'a appris... Excuse-moi, Jérémy, une seconde. Je dis, il n'est pas là, tu as raison, il n'est pas là. C'est pas... Mais je te rappelle ce que je disais tantôt, c'est que même dans les lieux où on pense l'éducation et on impose des choses en éducation, généralement, on ignore ça. Comme on ignore 7 plus ou moins 2. Est-ce qu'on t'a parlé de 7 plus ou moins 2? Absolument pas. Alors voilà. Quelqu'un connaît ça ici? Je vous le raconte très vite. Quelqu'un en arrière qui connaît le 7 plus ou moins 2. Oui. C'est un des résultats des sciences cognitives les plus importants pour l'enseignement. Il est 48, on voulait vous donner la parole, ça va être la dernière chose que je vais dire, mais dans fin des années 50, aux États-Unis, c'est-tu à Harvard, je pense que c'est à Harvard, se tient un colloque important sur le renouveau de la psychologie. Plusieurs auteurs vont être là. Des gens qui commencent à travailler sur les ordinateurs, puis la possibilité de reproduire l'esprit humain avec l'ordinateur sont là. La première génération de ces gens-là. Chomsky est présent cette journée-là. Chomsky est présent. Il présente ses idées sur la linguistique, etc., la grammaire universelle. Et il y a un psychologue qui est là, qui présente sa nouvelle idée qui s'appelle le nombre magique. 7 plus ou moins 2. Alors, je vais y aller très, très vite. Voici l'idée en 2 mots. C'est maintenant une chose solidement établie. Nous, êtres humains, entrons en relation avec le monde à travers une fenêtre qui s'ouvre et se referme très, très vite. Cette fenêtre, qui s'appelle la mémoire de travail, peut contenir un nombre très limité d'éléments. Le nombre que donnait le chercheur, c'était 7 plus ou moins 2, donc de 5 à 9 éléments. On est capable de d'appréhender seulement 5 à 9 éléments. C'est très limité, ça. Et si ça se limitait à ça, justement, si c'est tout ce qu'il y avait, notre mémoire de travail, tu serais incapable de suivre ce que je raconte et moi, je serais incapable de parler. Tu comprends? Alors, comment pouvons-nous surmonter la limitation de la mémoire de travail? La mémoire à long terme. On a une mémoire à long terme où sont stockés des savoirs qui nous permettent en anglais, on dit chunker, de regrouper des éléments. Je dis Gallimard Jeunesse. C'est pas autant d'éléments qu'il y a de lettres. Là, je serais jamais capable de lire ça. Mais Gallimard, c'est juste un élément. Puis Jeunesse, Gallimard Jeunesse, c'est rien qu'un pour moi. Alors, il faut des savoirs préalables pour être capable de lire. Il faut des savoirs préalables pour être capable de comprendre. Et si on n'a pas transmis systématiquement, on retourne dans Direct Instruction, les savoirs préalables nécessaires, la personne est complètement perdue devant ça, comme vous le seriez la plupart d'entre vous, à moins d'avoir étudié en physique, si je vous lisais un article de mécanique quantique qui vient de paraître dans une revue scientifique.
votre mémoire de travail serait rapidement débordée et vous ne pourriez rien comprendre parce que vous n'avez pas les savoirs préalables nécessaires pour ça. On va vous donner la parole parce que là, j'ai trop parlé. Oui, une suggestion rapide à M. McEwen, puis une question à M. Baillargeon après. M. McEwen, pour constater qui a triché avec ChatGPT, est-ce que vous avez déjà pensé à soumettre vous-même, à l'insu des élèves, la question à ChatGPT et ensuite de comparer les réponses qui vous sont soumises avec celles que vous avez reçues? Bien, le cas précis auquel je référais tantôt, c'est je donnais un livre à lire, puis là, les étudiants devaient choisir un passage qui venait m'expliquer dans un exposé oral. Fait que il fallait que je retourne. OK, il a pris la citation, ou mettons, il y a un concept dans la citation. Que signifie le concept de destin, ou je sais pas quoi. Mais voir comment il avait twisté la citation pour arriver à la réponse. Donc, ça s'appliquait pas tout à fait à ce que vous dites. Par contre, de fonctionner par question, je pense que c'est vraiment ça la clé, effectivement, parce que la machine fonctionne à partir de questions. Si on essaie d'y donner des réponses, c'est comme si, je suis pas expert en intelligence artificielle, mais c'est comme si le chemin de retour n'était pas le même que le chemin à l'aller. Cela dit, c'est quand même fascinant à quel point on est vraiment en tâton, là, tu sais. On n'a pas le choix de... Tu sais, puis je suis là chez nous, puis je patente, puis je gosse sur l'application en espérant tomber dessus. Puis après ça, il y a toute l'étape de débat, là, c'est-à-dire j'arrive, puis là, je confronte, parce que c'est arrivé plusieurs fois, parce que c'était tout nouveau, les étudiants pensaient que les profs sont pas capables. Fait que là, de s'asseoir puis de confronter les étudiants, tu sais, dire, ben là, regarde, c'est la même affaire. Puis moi, j'étais fasciné à quel point quelqu'un pouvait juste dire non. Non, je l'ai pas... Puis là, ben monter les instants. Mais c'est comme... Puis après, à partir de ce moment-là, on s'entend avec cet étudiant-là, je suis plus dans l'enseignement, là. Je suis dans la police, je suis dans l'espèce de... Tu sais, c'est toute une autre affaire. Puis tout ce que je peux avoir trouvé de magnifique dans le livre en question que je faisais lire, qui s'appelle « Le virus et la proie » de Pierre Lefebvre, bien, ça n'a plus d'importance. Tout ce qui a de l'importance, c'est prouver le machin. Puis tout le reste de la session, lui, parce que c'est un garçon, il essaie de trouver un autre méthode. Puis il a continué à essayer de faire ça. Fait que c'est comme si... Ça se perd, c'est comme un autre chemin pour perdre quelqu'un. Oui, mais parce que par définition, un tricheur, c'est quelqu'un qui veut que ce soit facile. Ouais. Si vous compliquez sa tâche, à un moment donné, soit qu'il va laisser faire ou il va décider de se prendre véritablement en main. Puis tout à fait, de faire le travail, parce que finalement, le travail de tricherie finit par être aussi grand que le travail lui-même. Mais moi, il y a longtemps dans ces exposés oraux-là, je permettais aux étudiants gênés de lire un texte s'ils étaient gênés. Avec ChatGPT, c'est fini. Ils sont obligés de parler parce que s'ils peuvent lire un texte, ils peuvent lire la réponse de ChatGPT. Alors que s'ils sont obligés de parler, quelqu'un qui n'a pas lu un livre qui t'en parle, ça paraît assez vite. Fait qu'on y va par d'autres méthodes. Question à M. Baillargeon. L'ignorance là, des données probantes puis des études comme ça, est-ce que c'est juste au Québec que ça se passe, ça, ou est-ce que ça se passe ailleurs aussi? Écoutez, ça diffère d'un pays à l'autre. Je sais, par exemple, pour avoir étudié cette question-là, qu'en France, c'est très semblable à ici. Il y a une domination de certaines idées en éducation qui a fait en sorte qu'on connaît mal ces choses-là, elles sont peu diffusées. Aux États-Unis, où ces travaux-là ont été faits, ça commence à être mieux connu et à être plus diffusé. C'est Siegfried Engelmann dont je parlais. Pardon? Ça ne l'est pas complètement. Mais il y a une chose, par exemple, en éducation, les gens devraient connaître ça. Ça me semble extrêmement intéressant. Il y a un monsieur qui était professeur en littérature, E.D. Hirst. Et lui, il a commencé à s'intéresser à l'éducation. Une des premières choses qu'il a appris, c'est la mémoire de travail. Et après ça, lui, il a décidé qu'il créait un réseau d'écoles qui ont pour nom Core Knowledge. 5 minutes, il reste 5 minutes. Core Knowledge, OK? Il a créé ce réseau d'écoles-là. Maintenant, tu sais, si la mémoire de travail, c'est réel, l'instruction directe, c'est préférable. Il reste la question du contenu qu'on transmet. Ça, c'est un fichu de problème. Et là, lui, il a réuni autour de lui des gens de toutes les disciplines qu'on doit enseigner à l'école et il a essayé de déterminer quel serait le curriculum qui est jugé par ces gens-là nécessaire pour le citoyen américain, pour amener une vie pleine et riche, etc. Tu vois? Il dit de mémoire que il y a un consensus à 80% sur ce qui doit être enseigné. Tu demandes à des gens en physique qu'est-ce qu'ils devraient savoir après la scolarité obligatoire, les lois de Newton, Tu demandes aux historiens qu'est-ce qu'ils devraient savoir aux États-Unis, Tu demandes en philo, Il a créé un réseau d'écoles. Allez voir ça, qui s'appelle Core Knowledge. C'est des écoles qui battent des records partout aux États-Unis maintenant.
Le curriculum est choisi, comme je l'ai dit, et les méthodes pédagogiques respectent les données probantes. Mais malheureusement, c'est pas partout aux États-Unis encore, pour différentes raisons dans lesquelles je n'ai pas le temps de rentrer. Oui, monsieur? Oui. Je suis étudiant en 2e année en enseignement de culture et citoyenneté québécoise à l'Université de Montréal. Puis, vous avez parlé tantôt, en fait, ça s'adresse à vous deux, mais vous avez parlé tout à l'heure qu'on ne contrôle pas tout. L'enseignement, là, je fais des stages, je fais de la suppléance, je suis coach. Voir des élèves s'actualiser puis se réaliser, c'est la chose la plus belle au monde, selon moi. Puis tu veux les aider, tu veux les sauver, mais tu peux pas toutes les sauver. C'est ça qui est triste. Fait que, un peu à vous deux, comment est-ce que concrètement on lâche prise, qu'on peut pas toutes? Ben, tu dis que tu es étudiant en 2e année au bac. Moi, ça fait 15 ans que je fais ça, puis je suis confronté au même problème. Moi, je pense qu'il faut juste accepter que ce problème-là est récurrent. C'est-à-dire que tu rentres en classe, tu le sais qu'à 15 semaines plus tard, à la fin de la session ou à la fin de l'année scolaire, peu importe, il va en avoir que tu vas pas avoir eu. C'est juste qu'à partir du moment où tu commences à te dire ça trop tôt dans l'année, ben là, l'espèce d'investissement de mission s'effrite. Tu comprends ce que je veux dire? T'sais, fait que moi, je rentrais en classe l'hiver dernier. Il y en avait que j'ai vu très vite qu'il risquait de rien se passer. Il fallait que j'essaye, tu sais. Fait que j'ai essayé, mais à un moment donné, tu sais, bon, OK, moi, c'est 15 semaines. Fait que là, à la semaine 5, tu dis, OK, cette personne-là, j'oublie ça, il n'y a rien à faire. Cette personne, tu sais, puis tranquillement, pas vite. Puis c'est une question de, tu sais, c'est une question de feeling un peu, là, sincèrement, là, parce que ça se peut que, faut accepter, ça se peut que je me sois trompé. D'accepter l'échec dans son propre travail. Tu sais, tout le monde fait des erreurs dans son travail, nécessairement. Bon, bien, cette personne-là, j'aurais pas dû l'abandonner. Cette personne-là, j'aurais dû l'abandonner pour m'investir dans l'autre à côté. Ça peut arriver, ce genre d'erreur-là. Puis d'accepter ça, tu sais, oui, avec l'expérience, on le voit peut-être plus vite. Oui, avec l'expérience joue, mais il n'y en a pas de solution par rapport à ça. Puis je suis encore confronté à ça. Je vais répondre 2 secondes. On a presque terminé, là. Je tiens à dire... Dans Follow Through, dont je vous ai parlé tantôt, là, une chose qui ressortait, qui est très importante à voir, c'est que parmi les plus grands bénéficiaires de ces méthodes-là qui sont efficaces, ce sont des gens qu'on aurait laissé tomber si on n'avait pas employé ces méthodes-là. Tu comprends? Et une chose intéressante aussi pour des enseignants à savoir, c'est que dans Follow Through, on mesurait toutes sortes de variables pour déterminer la meilleure méthode. Et Direct Instruction l'emporte sur toutes les variables, sur toutes les autres. Mais parmi ces variables-là, il y avait, par exemple, le fait de maîtriser le savoir qu'on a transmis, mais aussi d'être capable de l'actualiser, de le mettre en œuvre. Mais, tenez-vous bien, il y avait aussi l'estime de soi des élèves. C'est-à-dire, les endroits où les élèves étaient les plus heureux, c'est les endroits où ils avaient appris. Et ceux qui arrivent à l'école avec des désavantages, c'est ceux-là qu'on doit soigner d'abord. Et donc, ça, c'est, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est des facteurs sur lesquels on a aussi une emprise. Parce que si on enseigne correctement aux élèves qui viennent de milieux défavorisés ou qui ont des troubles d'apprentissage, on va les aider. Et là, se procure, j'aimerais ça terminer là-dessus, ce que vous avez dit, monsieur, me paraissait très beau et très important, c'est que quand on enseigne, là, les grandes joies qu'on a, c'est d'avoir fait la différence. Les grandes joies qu'on a, c'est que quelqu'un a appris. Les grandes joies qu'on a, qui sont inégalées, à mon avis, puis si j'en ai fait des choses dans ma vie, il n'y a rien de plus satisfaisant que ça. Il n'y a rien de plus éblouissant, il n'y a rien de plus beau que de dire, Tipit, il ne savait pas lire quand il est arrivé dans ma classe, on est à Noël, puis il sait lire, puis ça va l'aider. C'est ça, l'enseigner. Et cette vocation-là, j'emploie le mot, c'est quelque chose de très fort. Mais encore une fois, vous me permettez de rappeler ça, hein? On a une maîtrise aussi, on a un contrôle possible, une part de contrôle sur ces enfants qui ont de la misère ou qui ne veulent pas apprendre, qui arrivent avec l'école plus démunie. Si on leur enseigne correctement, on maximise leur chance de réussir. Et dans Follow Through, c'est eux qui avaient la plus haute estime d'eux-mêmes. Plus contents. Voilà. Merci beaucoup.